Le mur de Jean-Paul Sartre. On nous poussa dans une grande salle blanche, et mes yeux se mirent à cligner parce que la lumière leur faisait mal. Ensuite, je vis une table et 4 types derrière la table, des civils qui regardaient des papiers. On avait massé les autres prisonniers dans le fond, et il nous fallut traverser toute la pièce pour les rejoindre. Il y en avait plusieurs que je connaissais, et d'autres qui devaient être étrangers. Les 2 qui étaient devant moi étaient blonds avec des crânes ronds. Ils se ressemblaient. Des Français, j'imagine. Le plus petit remontait tout le temps son pantalon. C'était nerveux. Ça dura près de 3 heures. J'étais abruti et j'avais la tête vide, mais la pièce était bien chauffée et je trouvais ça plutôt agréable. Depuis 24 heures, nous n'avions pas cessé de grelotter. Les gardiens amenaient les prisonniers l'un après l'autre devant la table. Les 4 types leur demandaient alors leur nom et leur profession. La plupart du temps, ils n'allaient pas plus loin. Ou bien alors ils posaient une question par-ci par-là. As-tu pris part au sabotage des munitions? Ou bien, où étais-tu le matin du 9 et que faisais-tu? Ils n'écoutaient pas vraiment les réponses. Ou du moins, ils n'en avaient pas l'air. Ils se taisaient un moment et regardaient droit devant eux, puis ils se mettaient à écrire. Ils demandèrent à Tom si c'était vrai qu'il servait dans la brigade internationale. Tom ne pouvait pas dire le contraire, à cause des papiers qu'on avait trouvés dans sa veste. À Juan, ils ne demandaient rien, mais après qu'ils eurent dit son nom, ils écrivirent longtemps. « C'est mon frère José qui est anarchiste, » dit Juan. « Vous savez bien qu'il n'est plus ici. Moi, je ne suis d'aucun parti. Je n'ai jamais fait de politique. » Ils ne répondirent pas. Juan dit encore. « Je n'ai rien fait. Je ne veux pas payer pour les autres. » Ses lèvres tremblaient. Un gardien le fit taire et l'emmena. C'était mon tour. « Vous vous appelez Pablo Ibieta ?» Je dis que oui. Le type regarda ses papiers et me dit. « Où est Ramon Gris? »« Je ne sais pas. »« Vous l'avez caché dans votre maison du 6 au 19 ?»« Non. » Ils écrivirent un moment et les gardiens me firent sortir. Dans le couloir, Tom et Juan attendaient entre 2 gardiens. Nous nous mîmes en marche. Tom demanda à un des gardiens. « Et alors ?»« Quoi ?» dit le gardien. « C'est un interrogatoire ou un jugement ?»« C'était le jugement, dit le gardien. « Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous ?» Le gardien répondit sèchement. « On vous communiquera la sentence dans vos cellules. » En fait, ce qui nous servait de cellule, c'était une des caves de l'hôpital. Il y faisait terriblement froid, à cause des courants d'air. Toute la nuit, nous avions grelotté, et pendant la journée, ça n'avait guère mieux été. Les 5 jours précédents, je les avais passés dans un cachot de l'archevêché, une espèce d'oubliette qui devait dater du Moyen-Âge. Comme il y avait beaucoup de prisonniers et peu de place, on les casait n'importe où. Je ne regrettais pas mon cachot. Je n'y avais pas souffert du froid, mais j'y étais seule. À la longue, c'était irritant. Dans la cave, j'avais de la compagnie. Juan ne parlait guère, il avait peur et puis il était trop jeune pour avoir son mot à dire. Mais Tom était beau parleur et il savait très bien l'espagnol. Dans la cave, il y avait un banc et 4 paillasses. Quand ils nous eurent ramenés, nous nous assîmes et nous attendîmes en silence. Tom dit, au bout d'un moment, « Nous sommes foutus. »« Je le pense aussi, dis-je, mais je crois qu'ils ne feront rien aux petits. »« Ils n'ont rien à lui reprocher, dit Tom. C'est le frère d'un militant, voilà tout. » Je regardai Juan, il n'avait pas l'air d'entendre. Tom reprit. « Tu sais ce qu'ils font à Saragosse? Ils couchent les types sur la route et ils leur passent dessus avec des camions. C'est un Marocain déserteur qui nous l'a dit. Ils disent que c'est pour économiser les munitions. »« Ça n'économise pas l'essence, dis-je. » J'étais irritée contre Tom. Il n'aurait pas dû dire ça. « Il y a des officiers qui se promènent sur la route, poursuivit-il, et qui surveillent ça. Les mains dans les poches en fumant des cigarettes. Tu crois qu'ils achèveraient les types? Je t'en fous. Ils les laissent gueuler, des fois pendant 1 heure. » Le Marocain disait que la première fois, il a manqué de dégueuler. « Je ne crois pas qu'ils fassent ça ici, dis-je.
à moins qu'il ne manque vraiment de munitions. Le jour entrait par 4 soupiraux et par une ouverture ronde qu'on avait pratiquée au plafond, sur la gauche, et qui donnait sur le ciel. C'est par ce trou rond ordinairement fermé par une trappe qu'on déchargeait le charbon dans la cave. Juste au-dessus du trou, il y avait un gros tas de poussier. Il y avait été destiné à chauffer l'hôpital. Mais, dès le début de la guerre, on avait évacué les malades et le charbon restait là, inutilisé. Il pleuvait même dessus, à l'occasion parce qu'on avait oublié de baisser la trappe. Tom se remit à grelotter. « Sacré nom de Dieu, je grelotte, dit-il. Voilà que ça recommence. » Il se leva et se mit à faire de la gymnastique. À chaque mouvement, sa chemise s'ouvrait sur sa poitrine blanche et velue. Il s'étendit sur le dos, leva les jambes en l'air et fit les ciseaux. Je voyais trembler sa grosse croupe. Tom était costaud, mais il avait trop de graisse. Je pensais que des balles de fusil ou des pointes de baïonnette allaient bientôt s'enfoncer dans cette masse de chair tendre, comme dans une motte de beurre. Ça ne me faisait pas le même effet que s'il avait été maigre. Je n'avais pas exactement froid, mais je sentais plus mes épaules ni mes bras. De temps en temps, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, et je commençais à chercher ma veste autour de moi, et puis je me rappelais brusquement qu'il ne m'avait pas donné de veste. C'était plutôt pénible. Ils avaient pris nos vêtements pour les donner à leurs soldats, et ils ne nous les avaient laissés que nos chemises, et ces pantalons de toile que les malades hospitalisés portaient au gros de l'été. Au bout d'un moment, Tom se releva et s'assit près de moi, en soufflant. « Tu es réchauffé ? » ?»« Sacré nom de Dieu, non ! Mais je suis essoufflé. » Vers 8 heures du soir, un commandant entra avec 2 phalangistes. Il avait une feuille de papier à la main. Il demanda au gardien. « Comment s'appellent-ils, ces 3-là ? »« Steinbock, Ibieta et Mirbal, dit le gardien. Le commandant mit ses lorgnons et regarda sa liste. « Steinbock, voilà. Vous êtes condamné à mort. Vous serez fusillé demain matin. » Il regarda encore. « Les 2 autres aussi, dit-il. »« C'est pas possible, dit Juan. Pas moi. » Le commandant le regarda d'un air étonné. « Comment vous appelez-vous ? » Juan Mirbal, dit-il. « Eh bien, votre nom est là, dit le commandant. Vous êtes condamné. »« Je n'ai rien fait, dit Juan. » Le commandant haussa les épaules et se tourna vers Tom et moi. « Vous êtes basque ? » ?»« Personne n'est basque. » Il eut l'air agacé. « On m'a dit qu'il y avait 3 basques. Je ne vais pas perdre mon temps à leur courir après. Alors, naturellement, vous ne voulez pas de prête. » Nous ne répondîmes même pas. Il dit. « Un médecin belge viendra tout à l'heure. Il a l'autorisation de passer la nuit avec vous. » Il fit le salut militaire et sortit. « Qu'est-ce que je te disais ?» dit Tom. « On est bon. »« Oui, dis-je, c'est vache pour le petit. » Je disais ça pour être juste, mais je n'aimais pas le petit. Il avait un visage trop fin et la peur, la souffrance l'avait défiguré. Elle avait tordu tous ses traits. 3 jours auparavant, c'était un môme dans le genre mièvre. Ça peut plaire, mais maintenant il avait l'air d'une vieille tapette. Et je pensais qu'il ne redeviendrait plus jamais jeune, même si on le relâchait. Ça n'aurait jamais été mauvais d'avoir un peu de pitié à lui offrir. Mais la pitié me dégoûte. Il me faisait plutôt horreur. Il n'avait plus rien dit, mais il était devenu gris. Son visage et ses mains étaient gris. Il se rassit et regarda le sol avec des yeux ronds. Tom était une bonne âme. Il voulut lui prendre le bras, mais le petit se dégagea, violemment, en faisant une grimace. « Laisse-le, dis-je à voix basse. Tu vois bien qu'il va se mettre à chialer. » Tom obéit à regret. Il aurait aimé consoler le petit. Ça l'aurait occupé, et il n'aurait pas été tenté de penser à lui-même. Mais ça m'agaçait. Je n'avais jamais pensé à la mort parce que l'occasion ne s'en était pas présentée. Mais maintenant, l'occasion était là, et il n'y avait
pas autre chose à faire que de penser à ça. Tom se mit à parler. « Tu as bousillé des types, toi ?» me demanda-t-il. Je ne répondis pas. Il commença à m'expliquer qu'il en avait bousillé 6 depuis le début du mois d'août. Il ne se rendait pas compte de la situation et je ne voyais bien qu'il ne voulait pas s'en rendre compte. Moi-même, je ne réalisais pas encore tout à fait. Je me demandais si on souffrait beaucoup. Je pensais aux balles, j'imaginais leur grêle brûlante à travers mon corps. Tout ça, c'était en dehors de la véritable question. Mais j'étais tranquille. Nous avions toute la nuit pour comprendre. Au bout d'un moment, Tom cessa de parler et je le regardais du coin de l'œil. Je vis qu'il était devenu gris, lui aussi, et qu'il avait l'air misérable. Je me disais, ça commence. Il faisait presque nuit. Une lueur terne filtrait à travers les soupiraux et le tas de charbon et faisait une grosse tache sous le ciel. Par le trou du plafond, je voyais déjà une étoile. La nuit serait pure et glacée. La porte s'ouvrit et 2 gardiens entrèrent. Ils étaient suivis d'un homme blond qui portait un uniforme belge. Il nous salua. « Je suis médecin, dit-il. J'ai l'autorisation de vous assister en ces pénibles circonstances. » Il avait une voix agréable et distinguée. Je lui dis « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»« Je me mets à votre disposition. Je ferai tout mon possible pour que ces quelques heures vous soient moins lourdes. »« Pourquoi êtes-vous venu chez nous ?»« Il y a d'autres types. L'hôpital en est plein. »« On m'a envoyé ici, répondit-il d'un air vague. Ah, vous aimeriez fumer, hein ajouta-t-il précipitamment. J'ai des cigarettes et même des cigares. Il nous offrit des cigarettes anglaises et des puros, mais nous refusâmes. Je le regardai dans les yeux et il parut gêné. Je lui dis « Vous ne venez pas ici par compassion. D'ailleurs, je vous connais. Je vous ai vu avec des fascistes dans la cour de la caserne, le jour où on m'a arrêté. » J'allais continuer, mais tout d'un coup, il m'arriva quelque chose qui me surprit. La présence de ce médecin cessa brusquement de m'intéresser. D'ordinaire, quand je suis sur un homme, je ne le lâche pas. Et pourtant l'envie de parler me quitta. Je haussai les épaules et je détournai les yeux. Un peu plus tard, je levai la tête, il m'observait d'un air curieux. Les gardiens s'étaient assis sur une paillasse. Pedro, le grand maigre, se tournait les pouces, l'autre agitait de temps en temps la tête pour s'empêcher de dormir. « Voulez-vous de la lumière ?» dit soudain Pedro au médecin. L'autre fit oui de la tête. Je pense qu'il y avait à peu près autant d'intelligence qu'une bûche, mais sans doute n'était-il pas méchant. À regarder ses gros yeux bleus et froids, il me sembla qu'il péchait surtout par défaut d'imagination. Pedro sortit et revint avec une lampe à pétrole qu'il posa sur le coin du banc. Elle éclairait mal, mais c'était mieux que rien. La veille, on nous avait laissés dans le noir. Je regardais un bon moment le rond de lumière que la lampe faisait au plafond. J'étais fasciné. Et puis, brusquement, je me réveillai. Le rond de lumière s'effaça, et je me sentis écrasé sous un poids énorme. Ce n'était pas la pensée de la mort, ni la crainte, c'était anonyme. Les pommettes me brûlaient, et j'avais mal au crâne. Je me secouai et regardai mes compagnons, mes 2 compagnons. Tom avait enfoui sa tête dans ses mains. Je ne voyais que sa nuque, grasse et blanche. Le petit Juan était de beaucoup le plus mal en point. Il avait la bouche ouverte et ses narines tremblaient. Le médecin s'approcha de lui et lui posa la main sur l'épaule, comme pour le réconforter, mais ses yeux restaient froids. Puis, je vis la main du Belge descendre sournoisement le long du bras de Juan jusqu'au poignet. Juan se laissait faire avec indifférence. Le Belge lui prit le poignet entre 3 doigts, avec un air distrait. En même temps, il recula un peu et s'arrangea pour me tourner le dos. Mais je me penchai en arrière et je le vis tirer sa montre et la consulter un instant sans lâcher le poignet du petit. Au bout d'un moment, il laissa retomber la main inerte et alla s'adosser au mur, puis, comme s'il se rappelait soudain quelque chose de très important qu'il fallait noter sur le champ, il prit un carnet dans sa poche
et y écrivit quelques lignes. Le salaud, pensai-je avec colère, qu'il ne vienne pas me tâter le pouls. Je lui enverrai mon poing dans sa sale gueule. Il ne vint pas, mais je sentis qu'il me regardait. Je levai la tête et lui rendis son regard. Il me dit d'une voix impersonnelle. « Vous ne trouvez pas qu'on grelotte ici ?» Il avait l'air d'avoir froid, il était violet. « Je n'ai pas froid, lui répondis-je. » Il ne cessait pas de me regarder d'un œil dur. Brusquement, je compris, et je portai mes mains à ma figure, j'étais trempé de sueur. Dans cette cave, au gros de l'hiver, en plein courant d'air, je suais. Je passai les doigts dans mes cheveux, qui étaient feutrés par la transpiration. En même temps, je m'aperçus que ma chemise était humide et collait à ma peau. Je ruisselais depuis 1 heure au moins, et je n'avais rien senti. Mais ça n'avait pas échappé au cochon de Belge. Il avait vu les gouttes rouler sur mes joues, et il avait pensé, c'est la manifestation d'un état de terreur quasi pathologique. Et il s'était senti normal et fier de l'être, parce qu'il avait froid. Je voulus me lever pour aller lui casser la figure, mais à peine avais-je ébauché un geste que ma honte et ma colère furent effacées. Je retombai sur le banc avec indifférence. Je me contentais de me frictionner le cou avec un mouchoir, parce que maintenant je sentais la sueur qui gouttait de mes cheveux sur ma nuque, et c'était désagréable. Je renonçais d'ailleurs bientôt à me frictionner, c'était inutile. Déjà mon mouchoir était bon à tordre, et je suais toujours. Je suais aussi des fesses, et mon pantalon humide adhérait au banc. Le petit Rohan parla tout à coup. « Vous êtes médecin ?»« Oui, dit le Belge. »« Est-ce qu'on souffre longtemps ?»« Oh ! Quand ?»« Mais non, dit le Belge d'une voix paternelle, c'est vite fini. » Il avait l'air de rassurer un malade payant. « Mais on m'avait dit qu'il fallait souvent 2 salves. » « Quelquefois, dit le Belge en hochant la tête. Il peut se faire que la première salve n'atteigne aucun des organes vitaux. Alors il faut qu'il recharge les fusils et qu'il vise de nouveau. Il réfléchit et ajouta d'une voix enrouée. Ça prend du temps ? Il avait une peur affreuse de souffrir. Il ne pensait qu'à ça, c'était de son âge. Moi, je n'y pensais plus beaucoup, et ce n'était pas la crainte de souffrir qui me faisait transpirer. Je me levai et je marchai jusqu'au tas de poussier. Tom sursauta et me jeta un regard haineux. Je l'agaçai parce que mes souliers craquaient. Je me demandais si j'avais le visage aussi terreux que lui. Je vis qu'il suait aussi. Le ciel était superbe. Aucune lumière ne se glissait dans ce coin sombre, et je n'avais qu'à lever la tête pour apercevoir la grande ours. Mais ça n'était plus comme auparavant. L'avant-veille de mon cachot de l'archevêché, je pouvais voir un grand morceau de ciel et chaque heure du jour me rappelait un souvenir différent. Le matin, quand le ciel était bleu, dur et léger, je pensais à des plages au bord de l'Atlantique. À midi, je voyais le soleil, je me rappelais un bar de Séville où je buvais du manzanilla en mangeant des anchois et des olives. L'après-midi, j'étais à l'ombre et je pensais à l'ombre profonde qui s'étend sur la moitié des arènes pendant que l'autre moitié scintille au soleil. C'était vraiment pénible de voir ainsi toute la terre se refléter dans le ciel. Mais à présent, je pouvais regarder en l'air tant que je voulais. Le ciel ne m'évoquait plus rien. J'aimais mieux ça. Je revins m'asseoir près de Tom. Un long moment passa. Tom se mit à parler d'une voix basse. Il fallait toujours qu'il parlât, sans ça, il ne se reconnaissait pas bien dans ses pensées. Je pense que c'était à moi qu'il s'adressait, mais il ne me regardait pas. Sans doute avait-il peur de me voir comme j'étais gris et suant. Nous étions pareils et pires que des miroirs l'un pour l'autre. Il regardait le Belge, le vivant. « Tu comprends, toi ?» disait-il. « Moi, je comprends pas. » Je me mis aussi à parler à voix basse. Je regardais le Belge. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il va nous arriver quelque chose que je ne peux pas comprendre. »
Il y avait une étrange odeur autour de Tom. Il me sembla que j'étais plus sensible aux odeurs qu'à l'ordinaire. Je ricanai. « Tu comprendras tout à l'heure. »« Ça n'est pas clair, dit-il d'un air obstiné. Je veux bien avoir du courage, mais il faudrait au moins que je sache. Écoute, on va nous amener dans la cour. Les types vont se ranger devant nous. Combien seront-ils? Je ne sais pas, 5 ou 8, pas plus. Ça va, ils seront 8. On leur criera « En joue !» et je verrai les 8 fusils braqués sur moi. Je pense que je voudrais rentrer dans le mur, je pousserai le mur avec le dos de toutes mes forces, et le mur résistera comme dans les cauchemars. Tout ça, je peux me l'imaginer. Ah, si tu savais comme je ne peux me l'imaginer. Ça va, lui dis-je, je me l'imagine aussi. Ça doit faire du mal, un mal de chien. Tu sais qu'il vise les yeux et la bouche pour défigurer, ajouta-t-il méchamment. Je sens déjà les blessures depuis 1 heure. J'ai des douleurs dans la tête et dans le cou. Pas de vraies douleurs, c'est pire, ce sont des douleurs que je sentirai demain matin. Mais après... Je comprenais très bien ce qu'il voulait dire, mais je ne voulais pas en avoir l'air. Quant aux douleurs, moi aussi je les portais dans mon corps comme une foule de petites balafres. Je ne pouvais pas m'y faire, mais j'étais comme lui. Je n'y attachais pas d'importance. Après, dis-je rudement, tu boufferas du pissenlit. Il se mit à parler pour lui seul. Il ne lâchait pas des yeux le Belge. Celui-ci n'avait pas l'air d'écouter. Je savais ce qu'il était venu faire. Ce que nous pensions ne l'intéressait pas. Il était venu regarder nos corps, des corps qui agonisaient tout vifs. C'est comme dans les cauchemars, disait Tom. On veut penser à quelque chose, on a tout le temps l'impression que ça y est, qu'on va comprendre, et puis ça glisse, ça vous échappe et ça retombe. Je me dis, après, il n'y aura plus rien. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y a des moments où j'y arrive presque, et puis ça retombe. Je recommence à penser aux douleurs, aux balles, aux détonations. Je suis matérialiste, je te le jure. Je ne deviens pas fou. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois mon cadavre. Ça n'est pas difficile, mais c'est moi qui le vois, avec mes yeux. Il faudrait que j'y arrive à penser que je ne verrai plus rien, que je n'entendrai plus rien et que le monde continuera pour les autres. On n'est pas fait pour penser à ça, Pablo. Tu peux me croire, ça m'est déjà arrivé de veiller toute une nuit en attendant quelque chose, mais cette chose-là, ça n'est pas pareil. Ça nous prendra par derrière, Pablo, et nous n'aurons pas pu nous y préparer. La ferme, lui dis-je. Veux-tu que j'appelle un confesseur? Il ne répondit pas. J'avais déjà remarqué qu'il avait tendance à faire le prophète et à m'appeler Pablo en parlant d'une voix blanche. Je n'aimais pas beaucoup ça. Mais il paraît que tous les Irlandais sont ainsi. J'avais l'impression vague qu'il sentait l'urine. Au fond, je n'avais pas beaucoup de sympathie pour Tom, et je ne me voyais pas pourquoi, sous prétexte que nous allions mourir ensemble, j'aurais dû en avoir davantage. Il y a des types avec qui ça aurait été différent. Avec Ramon, Gris, par exemple. Mais entre Tom et Juan, je me sentais seule. D'ailleurs, j'aimais mieux ça. Avec Ramon, je me serais peut-être attendrie. Mais j'étais terriblement dure à ce moment-là, et je voulais rester dure. Il continua à mâchonner des mots, avec une espèce de distraction. Il parlait sûrement pour s'empêcher de penser. Il sentait l'urine à plein nez, comme les vieux prostatiques. Naturellement, j'étais de son avis. Tout ce qu'il disait, j'aurais pu le dire. Ça n'est pas naturel de mourir. Et depuis que j'allais mourir, rien ne me semblait naturel, ni ce tas de poussière, ni le blanc, ni la sale gueule de Pedro. Seulement, ça me déplaisait de penser les mêmes choses que Tom. Et je savais bien que tout au long de la nuit, à 5 minutes près, nous continuerons à penser les choses en même temps, à suer ou à frissonner en même temps. Je le regardais de côté, et pour la première fois, il m'eût paru étrange. Il portait sa mort sur sa figure. J'étais blessée par mon orgueil. Pendant 24 heures, j'avais vécu aux côtés de Tom, je l'avais écouté, je lui avais parlé, et je savais que nous n'avions rien de commun. Et maintenant, nous nous ressemblions, comme des frères jumeaux, simplement parce que nous allions crever ensemble.
Tom me prit la main sans me regarder. Pablo, je me demande si c'est bien vrai qu'on s'anéantit. Je dégageai ma main et je lui dis « Regarde entre tes pieds, salaud !» Il y avait une flaque entre ses pieds et des gouttes tombaient de son pantalon. « Qu'est-ce que c'est » dit-il avec effarement. « Tu pisses dans ta culotte, lui dis-je. »« C'est pas vrai, dit-il furieux. Je ne pisse pas, je ne sens rien. » Le Belge s'était rapproché. Il demanda avec une fausse sollicitude. « Vous vous sentez souffrant ?» Tom ne répondit pas. Le Belge regarda la flaque sans rien dire. « Je ne sais pas ce que c'est, dit Tom d'un ton farouche, mais je n'ai pas peur. Je vous jure que je n'ai pas peur. » Le Belge ne répondit pas. Tom se leva et alla pisser dans un coin. Il revint en boutonnant sa braguette et se rassit et ne souffla plus un mot. Le Belge prenait des notes. Nous le regardions tous les trois parce qu'il était vivant. Il avait les gestes d'un vivant, les soucis d'un vivant. Il grelottait dans cette cave, comme devaient grelotter les vivants. Il avait un corps obéissant et bien nourri. Nous autres, nous, ne sentions plus guère nos corps. Plus de la même façon, en tout cas. J'avais envie de tâter mon pantalon entre mes jambes, mais je n'osais pas. Je regardais le Belge, arqué sur ses jambes, maître de ses muscles, et qui pouvait penser à demain. Nous étions trois ombres privées de sang, nous le regardions et nous sucions la vie comme des vampires. Il finit par s'approcher du petit Juan. Voulut-il lui tâter la nuque pour quelque motif professionnel, ou bien obéit-il à une pulsion charitable? S'agit-il par charité? Ce fut la seule et unique fois de toute la nuit. Il caressa le crâne et le cou du petit Juan. Le petit se laissait faire sans le quitter des yeux. Puis, tout à coup, il lui saisit la main et la regarda d'un drôle d'air. Il tenait la main du Belge entre deux siennes, et elle n'avait rien de plaisant. Les deux pinces grises qui serraient cette main grasse et rougeaude, je me doutais bien de ce qu'il allait arriver, et Tom s'en doutait aussi. Mais le Belge n'y voyait que du feu. Il souriait paternellement. Au bout d'un moment, le petit porta la grosse patte rouge à sa bouche et voulut la mordre. Le Belge se dégagea vivement et recula jusqu'au mur en trébuchant. Pendant une seconde, il nous regarda avec horreur. Il devait comprendre tout d'un coup que nous n'étions pas des hommes comme lui. Je me mis à rire et l'un des gardiens sursauta. L'autre s'était endormi. Ses yeux grands ouverts étaient blancs. Je me sentais las et surexcité à la fois. Je ne voulais plus penser à ce qui arriverait à l'aube, à la mort. Ça ne rimait à rien. Je ne rencontrerais que des mots ou du vide. Mais dès que j'essayais de penser à autre chose, je voyais des canons de fusil braqués sur moi. J'ai peut-être vécu 20 fois de suite mon exécution. Une fois même, j'ai cru que ça y était pour de bon. J'avais dû m'endormir 1 minute. Ils me traînaient vers le mur, et je me débattais. Je leur demandais pardon, je me réveillais en sursaut, et je regardais le Belge. J'avais peur d'avoir crié dans mon sommeil. Mais il se lissait la moustache, et il n'avait rien remarqué. Si j'avais voulu, je crois que j'aurais pu dormir un moment. Je veillais depuis 48 heures, j'étais à bout. Mais je n'avais pas envie de perdre 2 heures de vie. Ils seraient venus me réveiller à l'aube. Je les aurais suivis, hébétés de sommeil, et j'aurais clamsé sans faire ouf. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas mourir comme une bête. Je voulais comprendre. Et puis, je craignais d'avoir des cauchemars. Je me levais, je me promenais en long, en large, et pour me changer les idées, je me mis à penser à ma vie passée. Une foule de souvenirs me vinrent pêle-mêle. Il y en avait de bons et de mauvais, ou du moins je les appelais comme ça avant. Il y avait des visages et des histoires. Je revis le visage d'un petit novillero qui s'était fait encorner à Valence pendant la feria. Celui d'un de mes oncles, celui de Ramon Gris. Je me rappelais des histoires. Comment j'avais chômé pendant 3 mois en 1926. Comment j'avais manqué de crever de faim. Je me souviens d'une nuit où j'ai passé sur un banc à Grenade. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. J'étais enragé et je ne voulais pas crever. Ça me fit sourire. Avec quelle âpreté je courais après le bonheur, après les femmes, après la liberté. Pourquoi faire? J'avais voulu libérer l'Espagne. J'admirais Pi et Margall. J'avais adhéré au mouvement anarchiste. J'avais parlé dans des réunions publiques. Je prenais tout au sérieux.
comme si j'avais été immortelle. À ce moment-là, j'eus l'impression que je tenais toute ma vie devant moi, et je pensais, c'est un sacré mensonge. Elle ne valait rien, puisqu'elle était finie. Je me demandais comment j'avais pu me promener, rigoler avec des filles. Je n'aurais pas remué le petit doigt si seulement j'avais imaginé que je mourrais comme ça. Ma vie était devant moi, close, fermée, comme un sac, et pourtant, tout ce qu'il y avait dedans était inachevé. Un instant, j'essayais de la juger. J'aurais voulu me dire, c'est une belle vie. Mais on ne pouvait pas porter de jugement sur elle. C'était une ébauche. J'avais passé mon temps à tirer des traites pour l'éternité. Je n'avais rien compris. Je ne regrettais rien. Il y avait des tas de choses que j'aurais pu regretter. Le goût du manzanilla, ou bien les bains que je prenais en été dans une petite crique près de Cadix. Mais la mort avait tout désenchanté. Le Belge eut une fameuse idée soudain. « Mes amis, nous dit-il, je puis me charger, sous réserve que l'administration militaire y consentira, de porter un mot de vous, un souvenir aux gens qui vous aiment. » Tom grogna. « J'ai personne. » Je ne répondis rien. Tom attendit un instant, puis me considéra avec curiosité. « Tu ne fais rien dire à Concha ?»« Non. » Je détestais cette complicité tendre. C'était ma faute. J'avais parlé de Concha la nuit précédente. J'aurais dû me retenir. J'étais avec elle depuis 1 an. La veille encore, je me serais coupé un bras à coups de hache pour la revoir 5 minutes. C'est pour ça que j'en avais parlé. C'était plus fort que moi. À présent, je n'en avais plus envie de la revoir. Je n'avais plus rien à lui dire. Je n'aurais même pas voulu la serrer dans mes bras. J'avais horreur de mon corps parce qu'il était devenu gris et qu'il suait. Et je n'étais pas sûre de ne pas avoir horreur du sien. Concha pleurerait quand elle apprendrait ma mort. Pendant des mois, elle n'aurait plus de goût à vivre, mais tout de même, c'était moi qui allais mourir. Je pensais à ses beaux yeux tendres. Quand elle me regardait, quelque chose passait d'elle à moi. Mais je pensais que c'était fini. Si elle me regardait à présent, son regard resterait dans ses yeux. Elle n'irait pas jusqu'à moi. J'étais seule. Tom aussi était seul, mais pas de la même manière. Il s'était assis à califourchon et il s'était mis à regarder le banc avec une espèce de sourire. Il avait l'air étonné. Il avança la main et toucha le bois avec précaution, comme s'il avait peur de casser quelque chose. Ensuite, il retira vivement sa main et frissonna. Je ne me serais pas amusée à toucher le banc si j'avais été Tom. C'était encore de la comédie d'Irlandais. Mais je trouvais aussi que les objets avaient un drôle d'air. Ils étaient plus effacés, moins denses qu'à l'ordinaire. Il suffisait que je regarde le banc, la lampe, le tas de poussier pour que je sente que j'allais mourir. Naturellement, je ne pouvais pas clairement penser à ma mort, mais je la voyais partout, sur les choses, dans la façon dont les choses avaient reculé, se tenaient à distance. Discrètement, comme des gens qui parlent bas au chevet d'un mourant, c'était sa mort que Tom venait de toucher sur le banc. Dans l'état où j'étais, si on était venu m'annoncer que je pouvais rentrer tranquillement chez moi, qu'on me laissait la vie sauve, ça m'aurait laissé froid. Quelques heures ou quelques années d'attente, c'est tout pareil, quand on a perdu l'illusion d'être éternel. Je ne me tenais plus à rien, en un sens. J'étais calme, mais c'était un calme horrible, à cause de mon corps. Mon corps, je voyais avec mes yeux, j'entendais avec ses oreilles, ça n'était plus moi. Il suait et tremblait tout seul, et je ne le reconnaissais plus. J'étais obligée de le toucher, de le regarder pour savoir ce qu'il devait, comme si ça avait été le corps d'un autre. Par moments, je le sentais encore, je sentais des glissements, des espèces de dégringolades, comme lorsque dans un avion qui pique du nez. Ou bien je sentais battre mon cœur, mais ça ne me rassurait pas. Tout ce qui venait de mon corps avait un sale air louche. La plupart du temps, il se taisait. Il se tenait quoi? Et je ne sentais plus rien qu'une espèce de pesanteur, une présence immonde contre moi,
J'avais l'impression d'être liée à une vermine énorme. À un moment, je tâtais mon pantalon et je sentis qu'il était humide, et je ne savais pas s'il était mouillé de sueur ou d'urine, mais j'allais pisser sur le tas de charbon par précaution. Le Belge tira sa montre et la regarda et dit « Il est 3h30. » Le salaud. Il avait dû le faire exprès. Tom sauta en l'air. Nous ne... Le Belge tira sa montre et la regarda. Il dit « Il est 3h30. » Le salaud. Il avait dû le faire exprès. Tom sauta en l'air. Nous ne nous étions pas encore aperçus que le temps s'écoulait. La nuit nous entourait comme une masse informe et sombre. Je ne me rappelais même plus qu'elle avait commencé. Le petit Juan se mit à crier. Il se tordait les mains, il suppliait. « Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir !» Il courut à travers toute la cave, en levant les bras en l'air, puis il s'abattit sur une des paillasses et sanglota. Tom le regardait avec des yeux mornes, et il avait même plus envie de le consoler. Par le fait, ce n'était pas la peine. Le petit faisait plus de bruit que nous, mais il était moins atteint. Il était comme un malade qui se défend contre son mal par de la fièvre. Quand il n'y avait plus de fièvre, c'est beaucoup plus grave. Il pleurait. Je voyais bien qu'il avait pitié de lui-même. Il ne pensait pas à la mort. Une seule seconde, j'eus envie de pleurer moi aussi, de pleurer de pitié sur moi. Mais ce fut le contraire qui arriva. Je jetai un coup d'œil sur le petit, je vis ses maigres épaules sanglotantes, et je me sentis inhumain. Je ne pouvais avoir pitié ni des autres ni de moi-même. Je me dis, je veux mourir proprement. Tom s'était levé, il se plaça juste au-dessus de l'ouverture ronde et se mit à guetter le jour. Moi, j'étais buté. Je voulais mourir proprement, et je ne pensais qu'à ça. Mais, par en dessous, depuis que le médecin nous avait dit l'heure, je sentais le temps qui filait, qui coulait goutte à goutte. Il faisait encore noir quand j'entendis la voix de Tom. « Tu les entends ?»« Oui. » Des types marchaient dans la cour. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Ils ne peuvent pas pourtant pas tirer dans le noir. Au bout d'un moment, nous n'entendîmes plus rien. Je dis à Tom, voilà le jour. Pedro se leva en bâillant et vint souffler la lampe. Il dit à son copain, mince de froid. La cave était devenue toute grise. Nous entendîmes des coups de feu dans le lointain. Ça commence, dis-je à Tom. Il doit faire ça dans la cour de derrière. Tom demanda au médecin de lui donner une cigarette. Moi, je n'en voulais pas. Je ne voulais ni cigarette ni alcool. À partir de cet instant, ils ne cessèrent pas de tirer. « Tu te rends compte ?» dit Tom. Il voulut ajouter quelque chose, mais il se tut. Il regardait la porte. La porte s'ouvrit et un lieutenant entra avec 4 soldats. Tom laissa tomber sa cigarette. « Steinbock ?» Tom ne répondit pas. Ce fut Pedro qui le désigna. « Juan Mirbal ?» C'est lui qui est sur la paillasse. « Levez-vous » dit le lieutenant. Juan ne bougea pas. 2 soldats le prirent aux aisselles et le mirent sur ses pieds. Mais dès qu'ils l'eurent lâché, il retomba. Les soldats hésitèrent. « Ce n'est pas le premier qui se trouve mal, dit le lieutenant. Vous n'avez qu'à le porter, vous deux. On s'arrangera là-bas. » Il se tourna vers Tom. « Allons, venez. » Tom sortit entre 2 soldats. 2 autres soldats suivaient. Il portait le petit par les aisselles et par les jarrets. Il n'était pas évanoui, il avait les yeux grands ouverts et des larmes coulaient le long de ses joues. Quand je voulus sortir, le lieutenant m'arrêta. « C'est vous, Ibieta ?»« Oui. »« Vous allez attendre ici, on viendra vous chercher tout à l'heure. » Ils sortirent. Le Belge et les 2 geôliers sortirent aussi. Je restai seul. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'aurais mieux aimé qu'ils en finissent tout de suite. J'entendais les salves à intervalles presque réguliers. À chacune d'elles, je tressaillais. J'avais envie de hurler et de m'arracher les cheveux, mais je serrais les dents et j'enfonçais les mains dans mes poches parce que je voulais rester propre. Au bout d'1 heure, on vint me chercher et on me conduisit au premier étage dans une petite pièce qui sentait le cigare et dont la chaleur me parut suffocante. Il y avait là 2 policiers qui fumaient assis dans des fauteuils, avec des papiers sur leurs genoux. « Tu t'appelles Ibieta ?»« Oui. »« Où est Ramon Gris ?»« Je ne sais pas. » Celui qui m'interrogeait était petit et gros.
Il avait des yeux durs derrière ses lorgnons. Il me dit « Approche !» Je m'approchai. Il se leva et me prit par les bras en me regardant d'un air à me faire rentrer sous terre. En même temps, il me pinçait les biceps de toutes ses forces. Ça n'était pas pour me faire mal, c'était le grand jeu. Il voulait me dominer. Il jugeait nécessaire aussi de m'envoyer son souffle pourri en pleine figure. Nous restâmes un moment comme ça. Moi, ça me donnait plutôt envie de rire. Il en faut beaucoup plus pour intimider un homme qui va mourir. Ça ne prenait pas. Il me repoussa violemment. Il se rassit. Il dit « C'est ta vie contre la sienne. On te laisse la vie sauve si tu nous dis où il est. » Ces deux types chamarrés avec leurs cravaches et leurs bottes, c'étaient tout de même des hommes qui allaient mourir. Un peu plus tard que moi, mais pas beaucoup plus. Et s'ils s'occupaient à chercher des noms sur leur paperasse, ils couraient après d'autres hommes pour les emprisonner ou les supprimer. Ils avaient des opinions sur l'avenir de l'Espagne et sur d'autres sujets. Leur petite activité me paraissait choquante et burlesque. Je n'arrivais plus à me mettre à leur place. Il ne me semblait qu'ils étaient faux. Le petit gros me regardait toujours en fouettant ses bottes de sa cravache. Tous ses gestes étaient calculés, pour lui donner l'allure d'une bête vive et féroce. « Alors, c'est compris ? » ?»« Je ne sais pas où est Gris, » répondis-je. « Je croyais qu'il était à Madrid. » L'autre officier leva sa main pâle avec indolence. Cette indolence aussi était calculée. Je voyais tous les petits manèges et j'étais stupéfait qu'il se trouvât des hommes pour s'amuser à ça. « Vous avez un quart d'heure pour réfléchir, dit-il lentement. Emmenez-le à la lingerie. Vous le ramènerez dans un quart d'heure. S'il persiste à refuser, on l'exécutera sur le champ. » Il savait ce qu'il faisait. J'avais passé la nuit dans la tente, et après ça, il m'avait encore fait attendre 1 heure dans la cave, pendant qu'on fusillait Tom et Juan, et maintenant il m'enfermait dans la lingerie. Ils avaient dû préparer leur coup depuis la veille. Ils se disaient que les nerfs s'usent à la longue, et ils espéraient m'avoir comme ça. Ils se trompaient bien. Dans la lingerie, je m'assis sur un escabeau, parce que je me sentais très faible, et je me mis à réfléchir, mais pas à leur proposition. Naturellement, je savais où était Gris. Il se cachait chez ses cousins, à 4 kilomètres de la ville. Je savais aussi que je ne révélerais pas sa cachette, sauf s'il me torturait, mais il n'avait pas l'air d'y songer. Tout cela était parfaitement réglé, définitif, et ne m'intéressait nullement. Seulement j'aurais voulu comprendre les raisons de ma conduite. Je préférais plutôt crever que de livrer Gris. Pourquoi ? Je n'aimais plus Roman Gris. Mon amitié pour lui était morte un peu avant l'aube. En même temps que mon amour pour Concha, en même temps que mon désir de vivre. Sans doute je l'estimais toujours, c'était un dur, mais ça n'était pas pour cette raison que j'acceptais de mourir à sa place. Sa vie n'a pas plus de valeur que la mienne, aucune vie n'avait de valeur. On allait coller un homme contre un mur et lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il en crève. Que ce fût moi ou Gris, ou un autre, c'était pareil. Je savais bien qu'ils étaient plus utiles que moi à la cause de l'Espagne, mais je me foutais de l'Espagne et de l'anarchie. Rien n'avait plus d'importance. Et pourtant, j'étais là. Je pouvais sauver ma peau en livrant Gris, et je me refusais à le faire. Je trouvais ça plutôt comique. C'était de l'obstination. Je pensais, faut-il être têtu ? Et une drôle de gaieté m'envahit. Ils vinrent me chercher et me ramenèrent auprès des 2 officiers. Un rat partit sous nos pieds, et ça m'amusa. Je me tournai vers un des phalangistes et je lui dis « Vous avez vu le rat ?» Il ne répondit pas. Il était sombre. Il se prenait au sérieux. Moi, j'avais envie de rire, mais je me retenais, parce que j'avais peur. Si je commençais de ne plus pouvoir m'arrêter, le phalangiste portait de moustaches, et je lui dis « Il faut couper tes moustaches, ballot !» Je trouvais drôle qu'il laissât de son vivant les poils envahir sa figure. Il me donna un coup de pied sans grande conviction, et je me tus. « Eh bien, dit le gros officier, tu as réfléchi ?» Je les regardais avec curiosité, comme des insectes d'une espèce très rare.
Je leur dis. Je sais où il est. Il est caché dans le cimetière, dans un caveau ou dans la cabane des fossoyeurs. C'était pour leur faire une farce. Je voulais les voir se lever, boucler leur ceinturon et donner des ordres d'un air affairé. Ils sautèrent sur leurs pieds. Allons-y, molle. Allez demander 15 hommes au lieutenant Lopez. Toi, qui me dis le gros mot, petit gros, si tu as dit la vérité, je n'ai qu'une parole, mais tu le paieras cher si tu t'es fichu de nous. Ils partirent dans un brouhaha, et j'attendis paisiblement, sous la garde des phalangistes. De temps en temps, je souriais parce que je pensais à la tête qu'ils allaient faire. Je me sentais abruti et malicieux. Je les imaginais soulevant les pierres tombales, ouvrant une à une les portes des caveaux. Je me représentais la situation comme si j'avais été un autre, ce prisonnier obstiné à faire le héros, ces graves phalangistes avec leurs moustaches et ces hommes en uniforme qui couraient entre les tombes. C'était d'un comique irrésistible. Au bout d'une demi-heure, le petit gros revint seul. Je pensais qu'il venait donner l'ordre de m'exécuter. Les autres devaient être restés au cimetière. L'officier me regarda. Il n'avait pas l'air du tout penaud. « Emmenez-le dans la grande cour avec les autres, dit-il. À la fin des opérations militaires, un tribunal régulier décidera de son sort. » Je crus que je n'avais pas compris. Je lui demandai. « Alors, on ne me fusillera pas ? Pas maintenant, en tout cas. Après, ça ne me regarde plus. » Je comprenais toujours pas. Je lui dis. « Mais pourquoi ?» Il haussa les épaules sans répondre, et les soldats m'emmenèrent. Dans la grande cour, il y avait une centaine de prisonniers, des femmes et des enfants, quelques vieillards. Je me mis à tourner autour de la pelouse centrale, j'étais hébété. À midi, on nous fit manger au réfectoire. 2 ou 3 types m'interpellèrent, je devais les connaître, mais je ne leur répondis pas. Je ne savais même plus où j'étais. Vers le soir, on poussa dans la cour une dizaine de prisonniers nouveaux. Je reconnus Garcia, le boulanger. Il me dit « Sacré vénard, je ne pensais pas te revoir vivant. » Ils m'avaient condamné à mort, dis-je. Et puis, ils ont changé d'idée. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont arrêté à 2 heures, dit Garcia. Pourquoi ? Garcia ne faisait pas de politique. Je ne sais pas, dit-il. Ils arrêtent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Il baissa la voix. Ils ont eu griffe. Je me mis à trembler. Quand ? Ce matin. Il avait fait le con. Il a quitté son cousin mardi parce qu'il avait eu des maux. Il ne manquait pas de type qui l'aurait caché, mais il ne voulait plus rien devoir à personne. Il a dit « Je me serais caché chez Bieta, mais puisqu'ils l'ont pris, j'irai me cacher au cimetière. » Au cimetière ? Oui, c'était un con. Naturellement, ils y ont passé ce matin. Ça devait arriver. Ils l'ont trouvé dans la cabane des fossoyeurs. Il leur a tiré dessus, ils l'ont descendu. Au cimetière ? Tous se mirent à tourner, et je me retrouvai assis par terre. Je riais si fort que les larmes me vinrent aux yeux.